Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. 20h10 direct avec l'équipe de la pièce de théâtre Au nom du Père et du Fils et de J.M. Weston, et avec Julien Mabiala Bassila, à voir ce vendredi 22 à 20h en salle Frantz Fanon du Tropicatrium. Nous sommes au Congo, un pays ravagé par une guerre civile. Là, deux frères partent dans les décombres à la recherche d'un symbole. Un véritable trésor, une paire de J.M. Weston, indispensable emblème de leur passé de sapeur. Chemin faisant, ils se souviennent des horreurs vécues et de l'histoire douloureuse d'un pays traversé par le colonialisme, la dictature, puis la violence de la guerre civile. Julien Mabiala Bassila, quant à lui, est un auteur congolais vivant en France qui aime jouer avec les mots, avec le verbe. Ce vendredi 22 à 20h en salle Frantz Fanon, Tropicatrium. C'est la pièce de Julien Mabiala Bassila qui est proposée au nom du Père et du Fils et de J.M. Weston. Julien, bonsoir, bienvenue sur Martinique Première. Bonsoir. Et puis à vos côtés, Valérie Barle, qui est directrice du Tarmac, qui est en association en partenariat avec le Tropicatrium. Bienvenue sur Martinique Première. Merci, bonsoir. Le Tarmac, c'est la scène francophone internationale. Vous êtes basé à Paris. Dans le 20e arrondissement. Dans le 20e arrondissement, j'ai oublié le métro dans le 20e. Pas très loin du métro Gambetta et pas très loin de la Porte des Lilas, un peu entre les deux. Ok, d'accord. Bienvenue sur Martinique Première. Merci. Julien, une pièce avec des comédiens qu'on a déjà vus la semaine dernière sur la scène du Tropicatrium, Marcel Mankita et Chris Nyanguna. Oui. Et ces gens-là, on les avait vus avec l'histoire de Sonny Congo, ou la chouette petite vie bien osée de Sonny Laboutanzi. Et vous les avez embauchés à nouveau pour Au nom du Père et du Fils et du J.M. Weston. On va parler de la SAP, on va parler du Congo, on va parler de la guerre civile. Tout ça, vous l'avez vécu, tout ça, vous êtes imprégné de ces choses. Oui, mais bon, en même temps, ça vous traverse et puis à un moment donné, il faut que ça sorte. Mm-hmm. Et on n'a pas le choix de dire, tiens, on parle plutôt de la SAP ou de la guerre, parce que tout ça raconte une même histoire, en fait. C'est ça. C'est la résistance, bref. Ouais, ça n'a pas dû être facile. Vous aviez commencé le théâtre et puis, boudoum, il y a une guerre civile qui éclate au Congo. Oui, ça arrive en 92, 93. Ça arrive. J'étais déjà comédien, j'avais commencé le théâtre déjà à l'école. Moi, j'ai fait partie d'une troupe scolaire d'abord au départ, et puis je suis parti dans ce qu'on appelait les troupes professionnelles. Puis la guerre arrive là, et puis on va en forêt pour se réfugier. Et vous y restez longtemps. Oui, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Ouais, une sorte d'exil forcé, mine de rien. Oui. Exil sur la vie, exil sur les autres, exil sur la société. Mais surtout, je sors de là grand de 20 ans. Genre, j'ai beaucoup appris. C'est toute une... Des choses inattendues de la vie. Inattendues, enfin, des choses auxquelles tu pouvais prendre 20 ans pour les apprendre, mais tu les apprends là. Parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix. Si tu t'en sors, c'est que t'as appris beaucoup de choses. Si t'as rien compris ou t'as pas eu de la chance, tu peux y rester aussi. C'est pas de la blague. À un moment donné, on avait aussi des gens autour de nous qui ont cru que c'était du cinéma, c'était du Rambo, et puis qui ne sont jamais ressortis. Donc tu sors de là avec tellement de choses dans la tête. Mais voilà, moi, comme je faisais déjà du théâtre avant, mais j'écrivais pas. Peut-être j'écrivais aussi, mais c'était pour moi, c'était personnel, comme je dis toujours, j'écrivais pour épater les filles. C'est ça, il y avait le petit carnet. Il était pas rose, il était d'une autre couleur, le petit carnet. Le petit carnet pour moi, voilà, c'était intéressant à l'époque d'envoyer des petits poèmes aux filles. Mm-hmm. Mais là, c'était plus pour les filles, c'était pour moi, et le seul moyen pour moi de sortir tout ce que j'avais. J'aurais pu chanter des chansons, j'aurais pu, je sais pas, faire autre chose. Et puis j'ai choisi d'écrire pour le théâtre. Très bien. En 2002, vous créez votre compagnie. Scène et festival africain vous accueille à bras ouverts, un petit peu comme l'a fait le Tarmac. Valérie Barle, comment ça se passe avec Julien? Pourquoi vous êtes intéressé à son travail? Pourquoi vous produisez? C'est une coproduction avec le Tropicatrium. Vous avez été un petit peu partout. Vous avez fait de nombreux théâtres. La pièce a même été lue pour France Inter, pour Radio France, me semble-t-il, au festival
festival. La pièce a été lue alors à la fois par RFI et à la fois par France Culture, effectivement, ce qui est assez rare. Je crois que c'est la première fois que ces deux grands médias lisaient cette pièce publiquement et l'enregistraient donc au Festival d'Avignon il y a maintenant 2 ans. Voilà. Nous, la mission du Tarmac, elle est d'accompagner les écritures contemporaines du monde francophone en dehors de la France. On s'intéresse donc aussi beaucoup aux écritures des Outre-mer, évidemment, qui font aussi partie de ce monde francophone et qui aussi en partagent à la fois la pratique de cette langue avec d'autres. Et Julien, je l'avais rencontré à Brazzaville il y a quelques années. J'avais vu une de ses mises en scène à l'époque. Il était encore à Brazzaville. Et puis, il a écrit ce texte que j'ai trouvé formidable. Et puis, on a décidé, après quelques discussions, de l'accompagner, c'est-à-dire de produire ce spectacle, de l'aider à monter la pièce, à prendre vie, c'est-à-dire de l'accompagner dans sa gestation jusqu'à sa naissance et aujourd'hui dans sa vie, puisque le spectacle va partir après chez vous. Il va partir dans une quinzaine de villes en France métropolitaine et puis dans 14 pays d'Afrique. Ouais, c'est important, vous avez déjà fait pas mal de choses, des tournées avec la pièce. C'est pas la première fois que vous la présentez. C'est la première date de tournée. La première. Au nom du Père. Oui. Au nom du Père, avec ça c'est la première. Ah oui, c'est une première. On vient de jouer 3 semaines à Paris au Tarmac. C'était la première fois. Ah oui, d'accord. Avant c'était des lectures. C'est la lecture qu'on a fait à Avignon. D'accord, il y avait parce que j'ai vu que vous étiez passé déjà par la Marelle à Marseille en résidence de création. Sur d'autres projets, oui. Avec le théâtre Jean Villard aussi à Vitry-sur-Seine. Vous avez été invité au théâtre du Rond-Point, à Limoges. Vous avez fait plein de choses. D'autres projets. Oui, avec d'autres projets, d'autres textes qui n'ont rien à voir avec Au nom du Père. D'accord, mais il paraît que les textes sont redoutables. Il paraît que vous avez une superbe écriture. J'ai lu des critiques. C'est la danse des mots, dit RFI. Sapeur et son reproche, écrit Le Canard enchaîné. Un texte à l'humour bagarreur sur la guerre, ça c'est dans Les Inrocks. Infiniment sensible et pétillante de vie, la pièce de Julien Mabiala Bissila résonne avec puissance dans la période que nous vivons. Ça a été écrit sur un blog sur Internet. En tous les cas, c'est trio généreux, investi et sincère. 3 mots qui veulent réellement dire quelque chose, à mon avis. On sort pas indemne de critiques de la sorte. Ce qui est vrai, à Paris, c'était très très particulier parce que on était arrivé. C'est que la première s'est passée dans la période où il y a eu des attentats. On est dans quelles conditions pour monter sur scène dans ces cas-là ? Et même on était en train de réfléchir s'il fallait pas annuler la première ou pas. Parce on est au mois de novembre ? Oui, c'était en novembre. Nous, on jouait le 17 et les attentats, c'était vraiment quelques jours un peu avant. C'était le 13. On fait une générale de presse le 16. Valérie ? Oui, on fait une générale de presse le 16 et donc il y avait énormément de journalistes qui étaient attendus parce qu'effectivement, Julien a une écriture qui est déjà très repérée. Il a un verbe merveilleux, un style très puissant et il a cette capacité incroyable à dire les horreurs des guerres civiles au Congo parce qu'il parle de la guerre de 93 mais elles ont été nombreuses à se succéder. On peut parler d'une décennie de guerre à Brazzaville. Ouais, c'est ça, on est au Congo de Brazzaville, c'est pas le Congo belge. Non, absolument. Et c'est une histoire qui est là, est passée un peu sous silence, il faut le dire, probablement pour des raisons qui sont un peu d'ethnocentrisme, on est très fort pour ça, mais aussi en France en tout cas, et aussi parce qu'il y a très clairement des intérêts français dans ces pays et donc on a assez peu parlé de ces événements et pourtant c'est une guerre qui a vraiment été fratricide et qui a complètement dévasté la structure sociale, économique, politique de ce pays. Et donc cette pièce qui revêt à la fois un intérêt littéraire évident et en même temps qui a cette grande capacité de dire ces horreurs qu'ils ont traversées, d'ailleurs tous les trois comédiens, des histoires chacune différente parce que dans La Fuite, chacun prend un parcours, emprunte un parcours différent. Il arrive à le traiter avec beaucoup d'humour, ce qui fait qu'on rit tout au long de cette pièce, tout en entendant tout cela. Et ça, je dois dire, c'est un vrai tour de force. Et donc, quand le 13 novembre arrivent ces événements
terrible à Paris. On est tous en état de choc absolu. Et le 16, pour la Générale de Presse, il faut dire que à un moment, la vie s'est figée. Plus rien ne bougeait. À Paris, ça devait être l'horreur. C'était l'horreur. Les gens étaient complètement terrifiés. On ne savait plus du tout ce qui se passait. Les choses il y avait des événements de Saint-Denis. Parce qu'on a vu ça par médias interposés, mais quand on est sur place, ça doit faire froid dans le dos. On doit regarder tout autour de nous. Voilà. Sans arrêt. Sachant que ça a tiré encore des jours suivants, puisque à Saint-Denis, qui est donc pas très très loin, on est toujours dans le nord-est parisien, les terroristes s'étaient retranchés dans un appartement. Donc il y a vraiment un climat je dirais de terreur, il faut le dire, aussi de sidération, de grande tristesse. Et on s'est interrogé, on s'est dit, pourquoi, et sachant qu'il venait de s'en prendre à un lieu de spectacle, et on s'est dit mais non, il faut qu'on y aille. On y est allé, et je dois dire la presse a été quand même beaucoup présente. D'aucuns ne sont pas venus, on peut le comprendre. Et ce qui est très surprenant, c'est que je vous le disais, ces événements sont passés sous silence, mais quand le spectacle a été représenté au Tarmac, on a eu somme toute beaucoup de public, alors que les lieux de spectacle ont été désertés. Les chiffres du ministère de la Culture aujourd'hui, c'est une baisse de fréquentation des salles de spectacle de 35%. Pourtant, sécurité renforcée, pourtant un certain militantisme, le fait d'aller au spectacle, c'est pas après des attentats de ce genre, notamment après le Bataclan, on n'y va pas par hasard. C'est vraiment pour faire acte de présence. Pour faire acte de présence, c'est un acte de militance. Et subitement, ce texte a résonné aussi encore complètement différemment. Alors il est vrai, il faut le dire, les premiers jours, les rires étaient moins présents dans la salle parce que tout résonnait. Mais là, on peut pas changer le texte. Non, c'est pas et en même temps, les gens le recevaient avec beaucoup d'émotion. Le rire est revenu un peu après. Et puis, mais c'est vrai que ça a été reçu avec beaucoup de force et d'émotion. Alors Julien Mabiala Bissila, nous sommes au Congo, un pays ravagé par la guerre civile. On l'a dit, 2 frères partent dans les décombres à la recherche d'un symbole, d'un véritable trésor. C'est une paire de Weston, indispensable emblème de leur passé de sapeur. Alors là, c'est la guerre et la sape. Moi, j'adore la sape. C'est complètement les couleurs et les détails de ce qu'on fait avec un vêtement de sport qu'on transforme en un smoking pour 31 décembre. C'est complètement fou, les pompes et donc les Weston. Il y a qu'à aller gratter sur Internet et on voit que ce sont des spécialistes. Il y a vraiment une identité. C'est tout un symbole, la sape. C'est un symbole, c'est un spectacle, c'est un patrimoine. Rien que les voir retourner la veste, montrer les griffes, regarder leurs chaussures avec beaucoup d'élégance comme ça, marcher. Prendre des postures comme si on les photographiait, mais en fait, il y a personne. Et puis redémarrer, voilà, c'est tout un spectacle. Et moi, ça m'a beaucoup marqué quand même quand on rentrait, en sortant de la forêt dans les années 2000, parce que moi, je suis parti vraiment en 97. Donc en sortant, la ville elle est complètement ravagée. Et puis moi je suis sorti par un couloir humanitaire. Et donc tu arrives, il se passe rien. Mais rien. Au stade, je me souviens, au centre il y avait un palmier. D'accord. Au stade même, il y avait des arbres qui poussaient, c'est dingue, des papayers, des choses comme ça. Je sais pas d'où ça venait. Il s'était passé du temps, il y avait des graines qui s'étaient trouvées là. Oui, ça poussait, je sais pas comment. Et donc du coup, il se passait rien. Il y avait pas de théâtre, il y avait rien. C'était timide. Les gens essayaient encore de reconstruire des maisons cassées ou encore poser une tôle là où il y avait une fenêtre, recommencer la vie forcée, quoi. Et là, ils ont trouvé ce courage de faire des déambulations avec, je sais pas, le peu ils ont trouvé la prise pour le faire repasser, ils sont repartis. Ils sont repartis avec le peu de choses qui restaient, ou je sais pas, voilà, puisque dans ce monde des sapeurs, ils s'échangent aussi beaucoup d'habits. Ouais. Il y a un nom pour ça, quand ils vont emprunter quelque chose à un ami, et puis ils ont commencé à faire des déambulations, et là tout de suite... au milieu des ruines, dans la poussière. Au milieu des ruines et tout, mais en même temps, des populations qui rentraient, qui plus ou moins ne s'entendaient pas encore très très bien.
ont oublié de se regarder et regarder ce spectacle ensemble et applaudissaient ce spectacle. Et ça faisait du bien. Ouais. Et donc je me suis dit, comment ces gens qui juste ils sont là avec leurs habits, leurs chaussures, arrivent à ramener quelque chose que même l'État, comment, je sais pas comment les appeler, ne faisait aucun effort pour rassembler ce peuple qu'ils avaient... Rassembler les gens, pour qu'il y ait une unité à nouveau dans le pays. Sincèrement, parce que de toute façon, au départ, c'est eux, avec leur discours politique, qui ont amené les gens à se séparer, à se battre pour leur propre intérêt. Mais une fois que la guerre était finie, ils n'avaient pas d'idée pour les remettre ensemble, mais bien qu'ils voulaient bien que les gens reviennent au pays, qu'on recommence à vivre. Il faut la paix, mais la paix, c'est pas un pigeon. La paix, nous voulons la paix, mais ça représenté souvent par une colombe. Voilà. Et du coup, ces discours n'ont pas vraiment eu des faits, mais les sapeurs et les religieux, voilà les gens qui ont ramené une ambiance apaisée, on va dire, à créer un lien, à faire voyager les gens ailleurs que dans les souvenirs qui venaient de passer. Et je me suis dit, oui, mais la guerre, la sape, la guerre, peut-être que ça rime ou ça rime pas, mais quelque part, ça raconte une histoire. C'est que ça raconte la guerre détruit, la sape revient pour reconstruire. J'ai envie de rendre hommage à ces gens, parce c'est pas une société, et on appelle ça la société des ambianceurs et des personnes élégantes, mais en même temps, c'est pas une institution, c'est pas institutionnalisé. Non, chacun vient, il fait ce qu'il veut, donc c'est une volonté d'abord personnelle, individuelle, et je trouve ça très très intéressante à une période comme celle qu'on a vécue après la guerre, de venir avec quelque chose de toi, ton habit à toi, mais ce que tu crées, c'est d'une force qui va amener presque toute la population, tout un pays à vous regarder, à vous applaudir et à oublier la douleur que vous aviez. C'est ça. Pourquoi je voulais rendre hommage à ces gens. C'est une bonne idée parce que dans un premier temps, on croyait que c'était réservé à une certaine population. Des gens dans les années 70, 80 avaient commencé et se faisaient remarquer comme ça. Mais en fait, les plus jeunes s'y sont mis aussi, oui. me semble-t-il. Mais c'est un mouvement d'abord des très très intellectuels en même temps. Oui. On les appelait les cracks. Les cracks, c'est-à-dire il faut que de la tête aussi ait quelque chose, il faut que ça fonctionne là. Souvent c'était vraiment des diplômés, c'était des gens, le fait de revenir d'Europe, or que la plupart on savait qu'ils partaient soit pour les études, soit pour la guerre, enfin c'est vraiment des gens qui ont accédé à un certain rang social qui fait que quand ils reviennent... tout est dans la valise, ils ont sacrifié le pognon pour le vêtement. Mais après les autres se sont dit, même sans diplôme, nous aussi on va rentrer dans la danse, même si on n'est pas des cracks, des diplômés, mais sinon les premiers c'était que des gens c'était la génération des intellectuels du Congo. Complètement. Oui. Ouais, les gens qui étaient partis pour revenir. Oui, pour revenir. Parce que là, c'est bien, parce qu'ils reviennent au pays avec leur savoir. Mais on les appelait des lutteurs. Et l'aventure devenait comme un examen. Aller et revenir pour montrer qu'on a eu le diplôme était là. Aller pour revenir. Mais vraiment pour revenir, la première des choses, c'est revenir et montrer ce qu'on a pu acheter, ce qu'on a pu acquérir. Et après, c'est vrai, ça, c'est devenu autre chose. On part pour ne plus toujours revenir. Ouais, mais ça c'est ton histoire, me semble-t-il, Julien. Tu as préféré t'installer en France, non ? Non, ça s'est fait par hasard. Mon histoire, c'est vraiment... je suis venu en France plus 1 ou 2, 3 fois. Et c'est après que... Moi j'étais venu parce que je voulais assister à la naissance de mon fils aussi. D'accord. Ah ouais. La famille s'est agrandie. Dès qu'il y a eu le premier cri, c'est la vie qui change. J'ai pas pu supporter de repartir. Mais il y avait d'autres aspects aussi, parce que c'était la période où je travaillais sur un texte qui s'appelait Crabe Rouge. Et ce sont vraiment mes débuts. Et Crabe Rouge, c'est toute une histoire un peu liée à la guerre ou sinon à l'après-guerre. Ça parle de ce qu'on appelle l'affaire des disparus du Beach. Ça aussi, c'est très méconnu.
Mais c'est important, souvent, moi je le dis d'en parler parce que... les inconnus du beach. Non, les disparus du beach. Moi je suis sorti par un couloir humanitaire du Mayombe, mais il y avait un couloir humanitaire du beach, c'est-à-dire le beach c'est le port de Brazzaville. Qui relie à Kinshasa. Qui relie à Kinshasa. Pour traverser à Kinshasa, il y a un seul port, c'est le port du beach. D'accord, et on est obligé de partir par ce port-là. Alors, ce sont les deux capitales, peut-être juste Valérie Barle. Oui, pour repréciser, ces deux capitales sont les deux capitales les plus proches, à l'exception du Vatican et de Rome, évidemment, puisque l'un est dans l'autre. Mais le Brazzaville et Kinshasa sont séparés par le fleuve Congo, qui n'est pas très large à cet endroit-là. Il ne fait que 11 kilomètres, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans sa plus grande... Donc, ce sont deux capitales qui se font face. Et le beach rassemble ces deux capitales, enfin les relie. Et lors des guerres civiles de Brazzaville, donc des années 90, toute la décennie 90 à 2000, évidemment, la population essentiellement du sud de Brazzaville fuit vers les régions dites du Pool. Et pour certaines, traversent et vont en RDC, qui elle-même vit une autre guerre pour d'autres raisons. Et à un moment, peut-être moi je peux le dire plus facilement que Julien, j'aurai moins de problèmes qu'il ne pourra en avoir. Et puis j'assume. Donc il y a une grosse partie de la population congolaise de Brazzaville qui est réfugiée en RDC, et donc le gouvernement de Brazzaville annonce que les populations peuvent rentrer et qu'il n'y a aucun problème, qu'on ouvre un couloir humanitaire et qu'elles peuvent rentrer. On va ouvrir le beach et qu'elles prennent les bateaux et qu'elles rentrent. Donc on fait un appel officiel, les premiers Brazzavillois, enfin les premiers Congolais qui sont réfugiés en RDC rentrent par ces bacs du beach. Je sens un drame venir là. Oui, c'est un drame absolu, parce qu'en fait on commence par les accueillir avec un discours officiel d'un ministre. Là je vous parle de choses qui sont actées par un certain nombre de documents, entre autres d'organisations de la Ligue des droits de l'homme et autres. Et puis on encercle ces populations, on sépare les hommes et les jeunes hommes, et enfin tous les hommes valides des personnes âgées et des femmes et des tout petits enfants. Et puis ces hommes, on les a jamais retrouvés. Enfin, si on a retrouvé un container qui avait été scellé et jeté dans le beach et dans le fleuve, qui s'est échoué, il y avait donc un certain nombre de cadavres qui étaient entassés à l'intérieur, et on sait que d'aucuns ont été également amenés à la présidence, où ils ont été torturés et brûlés. Voilà. Et donc c'est une affaire qui a été complètement passée sous silence. C'est ça, c'est occulté totalement. On n'a jamais entendu parler de ça. Non, il y a eu un procès complètement fallacieux. Enfin, on sait que tout ça est complètement bidon, et les choses ne sont toujours pas... Et là, la justice a besoin d'être faite, et le clerc doit être fait là-dessus. Et Julien a écrit un texte très, très courageux, très beau. Donc ce texte, Crabe Rouge, qu'on vient de coéditer, et avec un partenaire, Passage, et qui raconte ça aussi de façon très forte, où il fait parler les morts. Mais c'est un texte, il arrive une fois encore à éviter le pathos, c'est tragique. Je veux dire, c'est un tour de force, parce que parler de ce sujet, je viens de vous dire, ça plombe un peu, ça glace l'ambiance, excusez-moi. Ouais, complètement. Mais c'est une réalité, hein, c'est un fait historique avéré aujourd'hui. Mais ça se passe aujourd'hui, quoi. Enfin, c'était hier, quoi. C'est ça. On est dans les années 2000. Hein. On est à la veille des années 2000. Hein. C'était hier. Et ces choses sont passées sous silence. Et il a l'immense courage de l'écrire, avec en plus du talent. Donc voilà. Valérie Barle, comment il travaille, Julien Mabiala Bissila ? Alors, comment travaille-t-il ? C'est-à-dire, alors pour l'écriture, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose. C'est un exercice très solitaire, l'exercice de l'écriture. Je vais lui poser la question. Donc, vous le connaissez, son travail sur les planches, me semble-t-il, non ? Alors oui, moi je lis ces textes une fois qu'ils sont écrits, mais c'est quelqu'un qui travaille en permanence. C'est-à-dire que, en fait, c'est très difficile. C'est-à-dire que l'auteur ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que là, si vous voulez, c'est une multicasquette. C'est-à-dire que vous avez l'auteur, puis ensuite vous avez le metteur en scène et vous avez le comédien. Mais en fait, l'auteur, il s'est jamais arrêté de travailler. C'est-à-dire tout au long de la création, qui est un processus long, parce que ça prend des semaines et des semaines, l'auteur est revenu à retravailler, parce que c'est aussi quelqu'un du plateau, c'est aussi quelqu'un qui porte cette parole, et il a retravaillé ses textes jusqu'au bout, et je crois que si on ne l'arrêtait pas, il continuerait de le faire. Mais c'est-à-dire qu'il y a cette volonté, alors un besoin de perfection, en permanence de faire vivre ces textes, en tout cas, que ce ne soit pas figé. C'est ce que tu dis, Julien. Oui, mais c'est parce que je me sens plus à l'aise, peut-être pas le mot, mais mes personnages, il faut que vraiment je les imagine réellement. J'arrive pas à l'expliquer, mais je passe un moment
avec comme font les enfants où ils ont des amis imaginaires. C'est ça. Alors donc il leur faut un caractère, ils ont des actions à faire, ils ont même un look, un physique. Et oui, il faut qu'ils aient quelque chose de très très physique, de très vivant, ce qui fait que ça va évoluer. Et c'est ça qui fait que comme ça évolue, comme c'est pas figé, ben forcément ça va changer. Le personnage peut changer de point de vue. C'est lui qui change de point de vue. J'ai un peu la schizophrénie en moi, mais je pense que il y a beaucoup d'auteurs qui le ressentent à un moment donné. Il y a comme une présence, il y a comme c'est comme si tu vivais avec ce monde des morts où moi j'ai entendu des gens dire mais le jour que mon frère est mort, je l'ai su avant qu'on me l'annonce. Ouais, c'est souvent comme ça. Je l'ai ressenti. J'étais dans la maison, j'ai entendu sa voix, et ça m'a surpris. Je sais qu'il est à l'hôpital. Je dis, mais tu es rentré? C'est toi? Et puis il a ouvert la porte. Il dit, mais comment? Mais je l'ai entendu là. Et puis il dit, non, il y a un problème. Et il appelle, on lui annonce qu'il est mort. Ouais, il dit, mais il les était dernières là. paroles, les dernières paroles qu'on a. Oui, il dit, mais je l'ai senti. On le sent, ouais. Il était là. J'ai le même entendu. J'ai cru qu'ils étaient rentrés. Peut-être qu'ils sont rentrés de l'hôpital. Il y a des gens qui arrivent à effleurer ça. Et il y a des auteurs. Moi, ça arrive quand j'y crois vraiment. C'est comme si j'effleurais ces gens ou ces personnages au départ que je crée. Mais je pars aussi parfois des personnes, de leur comportement, de leur caractère pour en faire des personnages. Bayous, dans mes textes, c'est parce que c'est quelqu'un d'abord qui a existé. Et je connais son humour, je connais sa façon d'agir, même sur ce qu'il n'a pas dit, je peux le compléter, je sais que ça va être dans ce sens-là. C'est ça, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. C'est ça qui fait que je prends peut-être plaisir de revenir sur mes textes, de continuer la vie, que ça ne s'arrête pas. Mais bon, à un moment donné, un livre, il faut l'éditer et puis il faut que ça s'arrête. Mais tant que c'est sur le plateau, je ne vois pas. Si l'auteur est vivant, moi, je veux bien que les personnages soient aussi vivants. Un auteur vivant avec des personnages morts, figés, c'est mieux que ça arrive au moment où l'auteur meurt et que ces personnages restent comme des tombes, comme une vidéo qu'on vient regarder et la vidéo elle change pas, c'est-à-dire que la vidéo elle restera là, c'est le même film qu'on va regarder. Mais si l'auteur il est vivant, il faut que les personnages restent vivants. On va parler des personnages, on va parler des acteurs qui t'accompagnent dans cette pièce au nom du Père et du Fils et de J.M. Weston, à savoir Chris Nyanguna, Marcel Monkita. On les avait vus dans Sonny Congo ou La chouette petite vie bien osée de Sonny Laboutanzi. Pourquoi les avoir choisis? Évidemment, ils sont congolais. Évidemment, eux aussi, ils aiment manier le verbe. Ils savent manier la langue française. Ils ont une certaine tenue, apparemment. Au-delà du fait qu'ils ont du talent, mais vraiment, je les ai pas choisis parce qu'ils étaient congolais, mais pas du tout. C'est pas hasard, quand même. Ils s'entendent bien, en plus, sont de véritables complices. Oui, pourquoi? Parce que Chris, ce qui est sûr, dès le départ, on avait parlé un jour, comme ça, en disant, un jour, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble depuis un certain temps, voilà. Et ça, c'est une idée qui trottait dans la tête. Donc, pour lui, c'est pas un hasard, parce que dès lors que j'ai commencé à écrire cette pièce, je pensais déjà à lui, je pensais à Chris. D'ailleurs, il s'appelle Chris. Et peut-être Marcel, ça s'est fait un peu après, parce qu'au départ, il y avait un autre comédien qui s'appelait Bernard Vergne, qui devait jouer ce rôle, qui est français. Et puis après, je crois, il s'est pas bien senti dans ce rôle où il avait très occupé. Puis il a dit, je pourrais pas, je m'arrête. Voilà. Après, j'ai fait appel à Marcel. Mais c'est une chance aussi parce que déjà avec Marcel, on avait fait quelque chose sur Crabe Rouge. Je les connais. Et puis Marcel a été mon metteur en scène quand on était au Congo. Ok.
Donc c'est... Il m'avait fait appel sur un projet à lui qui s'appelait E carré, je sais, E carré parce que on sortait de la guerre et il a créé une association qui s'appelait les enfants de l'ennui. J'adorais bien. Et ça s'appelait E carré, le DE, enfants, ennui. Et Marcel écrit aussi, mais il écrit plus peut-être, il écrit pour lui. Et le texte qu'on jouait à l'époque, c'était son texte à lui, avant qu'il vienne en France. Et du coup, je le connais très très bien. Donc juste échange des choses, après, dans le temps, il n'y a pas de hasard. Oui, il n'y a pas de hasard. Je connais, et Chris, on se connaît depuis qu'on fait du théâtre. À l'époque, il y avait au Congo un festival qui s'appelait le FITES, Festival international de théâtre scolaire. Et eux, ils étaient dans un lycée, et nous dans un autre. On s'affrontait là dans ce festival, c'était génial. Bref, après, on s'est retrouvés plus ou moins dans d'autres spectacles, comme ce que je raconte dans mon texte, un texte qui s'appelle La liberté des autres de Kaya Makele. La liberté des autres. La liberté comment tes Makele. écrits, Julien Mabiala Bissila, sont perçus au Congo aujourd'hui? Comment ça? Comment on les reçoit? Est-ce que déjà ils sont édités, publiés? Est-ce qu'on te connaît? Est-ce que tu as ta place là-bas? Je pense oui, notre génération, toute notre génération, quand je dis notre génération, que ça soit Chris Nyanguna, Dieudonné Nyanguna, ou au niveau des danseurs, c'est une petite communauté. Il y a des pièces qu'on jouait sous le manteau, notamment Sony Congo ou La chouette petite vie, bien osée de Sony Labou Tanzi, la pièce qu'ils ont proposée la semaine dernière à l'Atrium, au Tropicatrium. C'était joué en cachette, sous le manteau, comme on dit, en douce. Au Congo? Ouais. À l'époque de Sony ou maintenant? Non, ça c'est pas. Je connais. Aujourd'hui, comment ça se passe pour ton travail? Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que d'aujourd'hui, comme on dit, c'est vu ce qui s'est passé entre-temps, on est arrivé comme tous les pays, comme le Burkina, comme la RDC, à une période où la plupart des présidents viennent d'atteindre leurs 30 ans de pouvoir. D'accord, on appelle ça encore des présidents. Voilà, des rois. Et donc du coup, toutes les populations en ce moment protestent. Conteste sur la modification de la Constitution, des articles de la Constitution qui vont permettre à ces gens de se repositionner pour 15 ans à venir. Ce qui fait qu'à Brazza, il y a eu la population qui est sortie, il y a eu des morts. Encore. Et le théâtre, un peu avant ces événements, ça pouvait passer, ce que je dis toujours, au Congo, on ne te censure pas. Mais on t'assure. D'accord, en tous les cas, vous êtes le... Vous jouez, tranquille. Vous êtes le passeur, vous êtes le médiateur de tout ça. Vous avez une place importante dans la société, mine de rien. Ce qui est vrai, on devient vraiment des historiens chez nous. Valérie Barle, directrice du Tarmac, vous êtes en partenaire avec le Tropicatrium. Avant de conclure, il y a une opération qui se passe pour le théâtre martiniquais. Vous allez embarquer certaines troupes en lot de bord. Comment ça va se passer rapidement? Très rapidement, pour sceller notre partenariat fort avec Tropicatrium, mais aussi pour donner une visibilité aux artistes de la Martinique, il y aura une opération au mois de mai, une manifestation qui s'intitule Outre-Merveille et qui verra des artistes de la Martinique qui seront présentés sur le plateau du Tarmac pendant une petite demi-semaine. Voilà, et donc une carte blanche à Tropicatrium au Tarmac au mois de mai, Outre-Merveille, mais on vous en parlera en temps et en heure, avec du théâtre, de la danse et de la musique. Donc très bien. Un temps fort pour les artistes. On en reparlera. Merci infiniment d'être venus à tous les deux. Julien Mabiala Bissila, votre pièce c'est vendredi à partir de 20h en salle Frantz Fanon du Tropicatrium, et je crois que sans Hassan Kassi Kouyaté, vous ne serez pas là. Vous ne seriez pas là ce soir. Ah, c'est vrai. On peut le saluer. Ouais, alors on doit beaucoup à Hassan. On le remercie. Moi, c'est un grand cadeau qu'il m'offre là. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi en salle Frantz Fanon au Tropicatrium. Merci à vous deux. Merci infiniment et à très bientôt. Merci.